France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, c'est un jour à Hollywood ce soir. Will Barbie dance the night away with more nominations? That's happening, isn't it? Can Oppenheimer keep its award season energy going? I am Bella Baxter. Barbie, Oppenheimer, Barbie, c'est un peu là-dessus que ça va se jouer. Vous allez nous raconter ce que ça veut dire d'ailleurs. Bonsoir Adrien Gombaud. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, critique de cinéma. Vous travaillez pour les Échos Week-end, pour la Revue du Cinéma, pour Positif. Vous venez de publier Clope en Scope, Tabac et cinéma aux éditions Espace et Signe. À quelques jours donc des Oscars et avant d'aller directement vers Barbie et vers Oppenheimer, on a voulu intituler cette émission « Est-ce qu'Hollywood a quelque chose à nous raconter encore aujourd'hui ?» Et si on regarde justement cette sélection des Oscars, est-ce qu'on se la pose cette question? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'Hollywood a de moins en moins de choses à nous raconter? En tout cas, les Oscars nous racontent encore des choses. Cette sélection est très intéressante, je trouve. Notamment, elle se tourne beaucoup vers le XXe siècle, vers des drames du XXe siècle, que ce soit le massacre des Amérindiens, l'Holocauste. On voit une sélection très sombre, la bombe atomique, bien sûr. Donc il y a quand même un ton de cette sélection, avec Barbie qui contraste avec ce côté très rose, etc. Oui, je pense que les Oscars sont toujours un endroit qui nous raconte des histoires, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants d'ailleurs. Les Oscars, oui, et Hollywood au sens large, parce que ça, au fond, c'est un condensé d'Hollywood, et c'est le meilleur de ce qu'Hollywood peut produire, au moins dans une année, en tout cas. Est-ce que ce qu'on dit là sur les Oscars est aussi vrai de cette industrie-là aujourd'hui ? En tout cas, c'est toujours une aventure. C'est sûr que cette cérémonie arrive dans une année très particulière. Il y a eu une grève très violente de 3 mois. Faut pas l'oublier. La majeure partie des votants sont des acteurs, et les acteurs ont été en tête de ces manifestations qu'on a vues très spectaculaires. Et ce qu'on va voir dans cette soirée de dimanche, c'est est-ce qu'il y a une réconciliation dans un mouvement qui a été vraiment historique pour Hollywood. Et puis, évidemment, il y a le rôle de l'intelligence artificielle qui a été souligné pendant tous ces mouvements, qui sont encore une nouvelle page de l'histoire d'Hollywood qui est en train de s'écrire, et on ne sait pas la suite. Cette grève, elle a impacté évidemment l'année 2023, parce qu'il y a un certain nombre de films qui ont été retardés dans leur sortie. C'est le cas de Dune 2 d'ailleurs, à cause de la grève. Et puis de toute façon, ça va impacter aussi l'industrie 2024, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Est-ce que c'est un vrai point marqueur? C'est-à-dire que ça impactera durablement, et que même économiquement, ça a fait souffrir les studios? Est-ce que c'est marqueur à ce point-là ou pas? Oui, tout à fait. Déjà, beaucoup de films n'ont pas été faits, et donc ils sont faits avec retard. Ça a montré aussi le poids de la promotion, puisque les films ne pouvaient pas sortir, puisque les acteurs n'assuraient pas la promotion. Donc c'était un duel pour savoir qui avait le pouvoir. Les Oscars racontent ça chaque année. En gros, l'histoire n'est pas de savoir quel est le meilleur film de l'année, mais de savoir qui a le pouvoir. Et effectivement, dans cette grève, on a vu une lutte très forte entre les acteurs, les stars et les patrons de studios. Et on va revoir ça, je pense, dans la nuit de dimanche. Et du coup, qui a le pouvoir alors à la fin? Adrien Gombaud, qui a gagné? Là, clairement, les acteurs ont fini par imposer. Il y a quand même eu quelque chose qui a été signé à la fin. Maintenant, le pouvoir, il est technologique. Est-ce que on peut gagner contre l'avancée de l'intelligence artificielle? Ça, c'est dans les années à venir qu'on le verra. Dans un papier très récent dans le New York Times qui date de cette semaine, il y a cette phrase qui dit « L'industrie du cinéma n'a pas encore réalisé que le monde sous ses pieds était en train de s'écrouler ». Ça parle d'un ancien modèle et d'un nouveau modèle, et même avant l'IA, celui des grands studios qui faisaient la pluie et le beau temps, celui maintenant des plateformes, évidemment, donc des choses qui se passent dans la Silicon Valley, qui se passent plus à Hollywood aujourd'hui. Est-ce que vraiment vous avez l'impression que l'industrie a sous les pieds un monde en train de s'écrouler? En tout cas, un monde en train de changer. Le monde à Hollywood n'a jamais cessé de s'écrouler. Quand le parlant est arrivé, le monde s'est écroulé. Quand le scope est arrivé, le monde s'est écroulé. Donc le monde s'écroule tout le temps, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée des plateformes, évidemment, ça a été l'entrée d'un autre monde, qui est celui des géants de la tech dans Hollywood, qui était tout à coup l'ancien monde. Et puis maintenant, avec Barbie, on voit encore d'autres gens arriver, qui sont ces professionnels du jouet, qui ont énormément d'argent. Cette semaine, LVMH a annoncé qu'ils allaient se lancer aussi dans la production de films. Donc à chaque fois, le monde se réécrit. Mais Hollywood est quand même toujours là. Mais alors, est-ce que c'est grave, docteur, ou pas? Parce que quand LVMH se met à produire un film, je sais pas ce que ça donnera au final. Quand Mattel produit Barbie, c'est quand même une autre affaire. C'est une vraie mise en abîme, en fait, et c'est presque une escroquerie à la fin.
Barbie est vraiment une publicité pour Mattel. Et donc, il s'appuie sur un studio qu'est la Warner pour faire une publicité géante qui a un contenu qui est intéressant par ailleurs, une vraie mise en scène. Mais c'est sûr que là, le cinéma devient le support d'une publicité pour une marque. Mais au fond, Marvel, c'est déjà un peu ça. Marvel, c'est aussi une maison d'édition qui vend des bandes dessinées et qui utilise le cinéma pour sa marque. À chaque fois, le cinéma s'est adapté. Donc, dire que ça s'écroule, moi, je crois pas, non. Sauf que Marvel s'écroule justement. Et là, c'est plutôt intéressant. Ça a commencé à la fin des années 80. La grande folie des super-héros, c'était le Batman de Tim Burton, c'était le premier Spider-Man, qui était génial d'ailleurs par rapport à tout ce qu'on a pu voir derrière. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, est-ce que c'est fini d'ailleurs totalement ou pas ? En tout cas, il semble que les spectateurs se désintéressent de ces films-là doucement et que oui, c'est en train de fondre, à moins qu'un nouveau film relance la mode. Mais pour l'instant, en tout cas, oui, on est sur la fin. Mais du coup, je me demandais ce que c'était en fait la poule aux œufs d'or désormais, ce qu'on dira de la décennie 2020. Il y a eu derrière dans tous ces blockbusters, il y a eu les énormes franchises, les Missions Impossibles de Tom Cruise, les Fast and Furious, etc. Est-ce que au fond, vous avez le sentiment qu'Hollywood attend la nouvelle poule aux œufs d'or et celle qui peut-être permettra d'ailleurs de faire également d'autres films? Est-ce qu'on l'a trouvée celle-là ou pas? Par exemple, Mattel semble se présenter comme ça en annonçant une série de films après Barbie autour de produits dérivés. On verra bien. On a pensé à un moment que les plateformes étaient la nouvelle poule aux œufs d'or. Régulièrement, des gens arrivent pour remplacer d'autres qui partent. Pour l'instant, franchement, on n'en sait rien. Bon, évidemment, Barbie a très bien marché, mais est-ce qu'ils ont les moyens d'avoir d'autres personnages comme l'a fait Marvel pendant plusieurs années? On verra. Et avant de rejoindre Loïc Piala qui nous attend à Los Angeles, est-ce que c'est un problème de réalisateur parfois? Est-ce que vous diriez que là-dessus, les générations, elles se renouvellent naturellement et il n'y a pas de souci de ce genre à Hollywood aujourd'hui? On trouvera toujours quelqu'un pour faire des super films? Je pense, oui, mais les Oscars parlent de ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de génération. On voit bien, par exemple, en 69, quand Macadam Cowboy gagne, que c'est l'arrivée des années 70 à Hollywood. C'est toujours comme ça que les gens se remplacent les uns les autres. Clairement... Donc la génération à venir, elle n'est pas là, vous dites-vous, en fait? Non, mais je pense que, par exemple, Christopher Nolan, quand il n'a pas eu d'Oscar pour Batman, là, il risque d'en avoir un, donc c'est la consécration. Et Spielberg, il n'avait pas eu pour Les Dents de la Mer un Oscar, puis quand il fait Private Ryan, il entre dans cette grande famille des Oscarisés. Donc à chaque fois, une génération arrive à son avènement en touchant cette statue. Vous êtes un optimiste et c'est plutôt bien, Adrien Gombon. Bonsoir Loïc Piala. Bonsoir. Enfin bonjour d'ailleurs, vous à Los Angeles. Bonjour plutôt, oui. On est d'accord Loïc on va manger de la bombe atomique dimanche soir principalement. Ah oui, ce nom Oppenheimer, on risque de l'entendre souvent. Le film est nommé 13 fois et en plus il est favori dans au moins 7 catégories. Et puis il a gagné le Golden Globe et surtout le prix du syndicat des producteurs. Et vraiment, c'est le prix qui prédit quasiment à chaque fois le vainqueur de l'Oscar du meilleur film. Puis vous savez, les médias américains aiment bien faire leurs pronostics avec une partie qui va gagner et qui devrait gagner. Eh bien pour le meilleur réalisateur, pour le meilleur film, pour le meilleur acteur Cillian Murphy ou encore le meilleur second rôle Robert Downey Jr., Oppenheimer est celui qui va et qui devrait gagner. Une illustration supplémentaire du consensus autour de ce film, succès critique et carton public, vous le disiez, près d'$1 milliard de recettes dans le monde. Un peu comme Steven Spielberg, Adrien vient d'en parler, Nolan fait partie des rares réalisateurs à gravir autour des deux sommets, critique et public, et comme Steven Spielberg, l'Oscar s'est fait attendre, 5 nominations en 22 ans et rien, ça devrait changer dans 3 jours. On l'espère pour lui. Il reste un peu de miettes pour les autres, du coup, ou pas du tout? Un peu de suspense dans la catégorie actrice avec un duel entre Lily Gladstone, formidable dans Killers of the Flower Moon, et Emma Stone, formidable aussi dans Pauvre créature. Stone, elle a déjà reçu une statuette, c'était pour La La Land, et Gladstone, elle serait la première indigène américaine à gagner, ce serait un symbole. John Williams, 91 ans, on parlait de Steven Spielberg, lui c'est le plus vieux nommé de l'histoire et la personne en vie avec le plus de nominations, 54, mais seulement entre guillemets 5 Oscars. Et la musique d'Indiana Jones 5 ne devrait pas lui en garantir un 6e. En outre, et puis outre Anatomie d'une chute, sérieux candidat pour le scénario, la France place, comme d'habitude, un court-métrage d'animation dans les nommés Pachyderme de Stéphanie Clément. Et alors du coup, où est Barbie dans tout ça? Désolé, pas beaucoup de récompenses à attendre pour le plus gros succès de 2023. Pas adoré Barbie. Mais la chaîne ABC l'a mis à l'honneur quand même ce film avec un clip de promotion avec le présentateur Jimmy Kimmel de la cérémonie. Il est perdu dans Barbieland. Il semblerait que des studios n'aient pas forcément apprécié parce que le clip met en avant seulement un film, Barbie. Écoutez un peu cette musique d'ailleurs. Oui. Voilà, on annonce
une performance spectaculaire pour cette chanson I'm Just Ken, avec 65 danseurs aux côtés de Ryan Gosling, l'acteur qui va chanter donc. Cette chanson est nommée aux Oscars, c'est comme ça. De quoi conforter ceux pour qui Barbie, critique colorée du patriarcat, est en réalité plus un film sur Ken et son évolution, les hommes donc, que sur celle de sa camarade. Merci Loïc Pialan, on vous souhaite une joyeuse soirée des Oscars. Juste pour terminer, Adrien Gombaud, pourquoi Oppenheimer a plus une tête de vainqueur que Barbie au final ? Mais je pense que c'est une grande histoire aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours des sagas. Et donc c'est la saga de Christopher Nolan qui a fait gagner beaucoup d'argent à cette industrie, et il est le moment maintenant qu'il soit donc couronné. En fait les Oscars, c'est des Oscars d'honneur à chaque fois maintenant. Un petit peu, mais je pense aussi que c'est un scénario. C'est-à-dire, c'est que cette soirée, elle nous raconte une histoire avec ses perdants, avec ses gagnants, avec ces gens qui triomphent, avec ces gens qui auraient pu, puis ça n'a pas marché, puis finalement ça marche. C'est en soi un grand film. On dit toujours, ça c'est un film à Oscar, ou ça non, est-ce que ça c'est pour nous raconter des histoires, ou ça existe vraiment un film à Oscar ? Alors, mathématiquement, c'est possible, puisque les votants... il faut avoir plus de 50% pour gagner d'un coup, c'est rare, et donc il faut avoir la majorité, être des deuxièmes, des troisièmes, etc. Donc c'est un film consensuel qui a plus de chances de l'emporter. Donc en ça, un film à Oscar, c'est un film qui peut plaire au plus grand nombre de votants. Donc oui, ça existe, bien sûr. Bon dimanche, ou sûr. lundi plutôt, en fait, avec le décalage matin, horaire. Adrien Gombaud, journaliste, écrivain, critique de cinéma, merci mille fois. Le 18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Sierra Leone où les femmes ont désormais le droit de posséder une terre, mais beaucoup reste à faire. C'est ce qu'on va vous raconter en cette veille de Journée internationale des droits de la femme. Et pour aller jusqu'à 19h, l'équipe du jeudi, Kevin Dufresne, qui lui s'y colle tous les jours au sous les radars. Au Japon, 12 millions d'euros de montres dans la nature. Le Monde à 18h50, c'est vous Claude Guibal. Bonsoir Claude. Bonsoir. En Égypte, en Iran, où la situation économique est tellement grave que pour faire rentrer du cash, l'État a commencé à vendre le pays à la découpe. La tech la première est Stéphane Jourdain. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Facebook et Google vont-ils tuer la presse en arrêtant de lui faire des chèques ? Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis avec Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, qu'il a évidemment écrite après son divorce, avec sa première femme. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip
slip out the back, Jack. Making new plans, then. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Et nous sommes en Sierra Leone, en cette veille de journée internationale des droits des femmes. Figurez-vous que dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, une loi, depuis l'année dernière, donne aux femmes le droit de posséder des terres. Avant cette loi, les mariages dits coutumiers, c'est-à-dire promulgués sous l'autorité des chefs de village, ne garantissaient pas ce droit et de nombreuses femmes perdaient leurs terres en cas de divorce ou de décès du mari. Mais en Sierra Leone, les traditions ont la vie dure et cette nouvelle loi peine à s'appliquer. Au centre du pays, il y a une avocate qui se bat pour ces femmes, et le reste c'est Rémi Carton et Paul Boyer qui racontent. Cette voix, c'est celle de Suzanne Conté, 50 ans, avocate à Magburaka, une petite ville plantée au milieu de la Sierra Leone. Nous sommes dans le bureau d'aide juridictionnelle de la ville. Ici, l'avocate aide gratuitement les habitants à résoudre à l'amiable leurs conflits. Aujourd'hui, Miniratu Forna, une veuve de 62 ans, est venue dénoncer l'occupation illégale de ses terres. L'avocate est habituée à ce type de plainte depuis l'entrée en vigueur de cette loi, devant garantir à toutes les femmes le droit de posséder des terres. Suzanne Conté multiplie les dossiers. À Magburaka, entre 70 et 80% des affaires qu'on traite concernent des veuves qui perdent leurs terres. S'il y a un problème de vol de terre, elles peuvent venir nous voir pour le dénoncer. Grâce à nos interventions, les gens apprennent que désormais, les femmes ont des droits. Les deux femmes quittent le bureau. L'avocate veut voir la parcelle que cette veuve a perdue. Miniratu Forna l'emmène sur un terrain vague où s'élèvent quelques constructions récentes. Ce terrain appartenait à son mari. À sa mort en 2012, une famille s'est installée ici, estimant qu'une veuve ne pouvait pas hériter de terre. Aujourd'hui, la loi change la donne et nourrit les espoirs de Miniratu, qui au moment d'évoquer son combat ne peut retenir ses larmes. Quand je recevrai mes terres, je serai la plus heureuse des femmes. Mais pour le moment, quand je me couche, je pense à ça tout le temps. J'en fais des cauchemars. Je perds courage parce que des gens ont abusé de ma propriété. Suzanne Conté la rassure, certaine qu'elles obtiendront gain de cause. Cette affaire est un cas plutôt classique. Nous allons le résoudre à l'amiable parce qu'elle est propriétaire. Elle possède tous les documents qui le prouvent. L'épreuve, c'est le pouvoir, dans toutes les affaires et devant n'importe quel tribunal. Grâce à l'avocate, 28 femmes du district de Magburaka ont récupéré leurs terres. Veuve de 63 ans, Saleh Camara s'est elle aussi battue pour son héritage. À la mort de son mari, les voisins de cette cultivatrice transforment l'un de ses champs en décharge. Il y a 6 mois, elle obtient gain de cause grâce à l'aide de l'avocate. Sans aide, ma fille et moi aurions perdu notre terre. Aujourd'hui, je suis enfin heureuse, car j'aurais pu mourir de chagrin. Je pense qu'ils ont voulu profiter du fait que je sois veuve, car mon mari n'avait aucun frère pour se battre pour moi. Dans l'un des pays les plus pauvres au monde, difficile d'imaginer des paysannes modestes engager seul des poursuites judiciaires. Pour Lansana Hassan Soa, responsable d'une ONG locale, les femmes ont obtenu un droit précieux. Il faut désormais les aider à le défendre. Pour qu'une loi soit appliquée, des dispositifs doivent être généralisés. L'un d'entre eux, c'est l'aide légale pour assister les femmes, car elles manquent de ressources. La justice coûte cher et souvent c'est ceux qui sont contre les femmes qui ont l'argent. Preuve d'un tournant progressiste, Freetown a également promulgué l'année dernière une loi obligeant les entreprises à employer 30% de femmes. Mais d'autres diktats continuent de peser sur la vie et le corps des femmes en Sierra Leone, un pays où l'excision des jeunes filles reste massivement pratiquée. Rémi Carton et Paul Boyer pour le reportage. Merci à vous deux. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est repérée et racontée par Kevin Dufresne. 警視庁によりますと、トケマッチを運営していた会社の元代表、小湊こと
C'est l'affaire Tokematch à la une de beaucoup de médias japonais depuis hier. Kevin, du nom de cette plateforme de location de montres de luxe, c'est très simple. Oui, je suis en train de raconter votre histoire. Absolument, en fait, mais vous avez loupé la relance, mais c'est pas grave. Pourquoi vous m'arrêtez pas Bon, alors en tout cas... Alors on est dans une histoire de montres. Exactement, l'affaire Tokematch à la une de beaucoup de médias japonais, en effet, du nom de cette plateforme de location de montres, comme vous l'avez dit. Des montres de luxe, c'est très simple. Vous payez pour porter le temps d'une journée une Rolex, une Breitling ou une Cartier, prêtée par leur propriétaire à la plateforme, propriétaires qui perçoivent une commission mensuelle en fonction du nombre de fois où elles ont été louées. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Mais le 31 janvier, on apprend la fermeture de Tokematch. Le site a fait faillite. La société qui gère ce service promet alors de restituer toutes les montres, sauf qu'il n'en a rien été. C'est une gigantesque arnaque. On l'apprend aujourd'hui. Environ 900 montres sont donc dans la nature pour une valeur totale de près de 12 millions d'euros. Certaines ont été repérées sur des sites de vente aux enchères ou chez des revendeurs. Le fondateur de Tokematch, lui, s'est fait la malle à Dubaï. Il est visé par un mandat d'arrêt. Alors, nous voici au Danemark. Cette fois, c'est bien ? C'est tout à fait ça. Avec un décompte intéressant, plutôt accablant. Oui, à la veille de la journée internationale des droits des femmes, le gouvernement danois a recensé précisément les statues présentes dans les différentes villes du pays. Sur 321 œuvres seulement, 31 représentent des femmes, soit même pas 10%. Pire encore, à Copenhague, la capitale, 5 statues de femmes seulement sur 101, et ce alors que 26 sont dédiées à des animaux ou des créatures mythologiques. C'est complètement fou, a dit le ministre danois de la Culture au moment d'annoncer un plan pour remédier à cette injustice. 5,5 millions d'euros vont être dédiés à la création de statues représentant des femmes. Un comité spécial va être créé pour définir qui sera ainsi célébré. Le ministre a notamment suggéré les noms de Nielsen, la première femme médecin du pays, ou encore Bodil Bechstrup, qui a été la première ambassadrice du Danemark à l'ONU en 1948. Et puis nous sommes aux États-Unis, Kevin, avec un candidat rock'n'roll aux législatives. Au Royaume-Uni, vous avez reconnu Blur, Song 2, c'était en 1997. Eh bien, le monsieur qui tape très fort sur sa batterie dans cette chanson, Dave Rowntree, et vient d'annoncer qu'il est candidat du Parti travailliste lors des prochaines élections générales britanniques qui auront lieu au plus tard fin janvier 2025. Le batteur, qui aura 60 ans bientôt, se dit absolument ravi d'avoir été choisi, mais ce ne sera pas simple parce qu'il se présente dans le Mid-Sussex au sud de Londres, une circonscription qui a toujours été conservatrice. Elle a même été la terre d'élection du petit-fils de Winston Churchill himself durant plus de 20 ans, mais il pourrait profiter d'une éventuelle vague travailliste, grand favori du scrutin. On ne sait pas en revanche ce qu'en pensent ses camarades de Blur, avec qui il a repris les concerts il y a moins d'un an. Est-ce qu'il pourra toujours jouer s'il est député ? Bon, en revanche, je ne crois pas que les frères Gallagher d'Oasis aient prévu de se présenter contre lui pour un remake de la fameuse Battle of Britpop. À moins qu'il fasse campagne avec un t-shirt Oasis, puisqu'il jouait avec un t-shirt Oasis, les Blur, à l'époque, dans les années 95. Exactement, merci beaucoup Kevin. Allez, nous on a choisi notre camp, tiens, les voici Blur, Barbaric, un extrait du dernier album. Lovers' vows in the world all around us, and I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Where am I going? And what caused the feeling that I thought I'd never lose?
empty grow into darkness. We're taking down the scaffolds very soon. Grow down, put the lonely balls on the plane tree. A can of soup and 18 up to 10, which leads me to the part where we agreed on different dreams that we'd love. The feeling that we thought we'd never lose. Now where are we going? Let what cost. The feelings that we thought we'd never lose. It is barbaric. We have lost the feeling that we thought we'd never lose. Where are we going? We have lost the feeling that we thought we'd never lose. And it is barbaric, darling. We have lost the feeling that we thought we'd never lose. Blur, Barbarique sur France Inter. Le Monde à 18h49, c'est Claude Guibal. Fabienne Synthèse, le 18-20. Claude, en Égypte, où la Banque centrale vient d'annoncer une nouvelle dévaluation vertigineuse, la monnaie locale vient de perdre encore un tiers de sa valeur. La situation est tellement grave que pour faire rentrer du cash, l'État a tout simplement commencé à vendre le pays à la découpe. Ouais, alors imaginez un pays, Fabienne, disons la France, un pays écrasé par une dette extérieure phénoménale. On parle ici de 165 milliards de dollars. Donc imaginez une France avec 70% d'inflation sur les produits alimentaires de base, un pays aux caisses vides, contraint pour se renflouer de vendre morceau par morceau des petits bouts de son territoire pour faire rentrer des sous. Alors, disons l'île de Ré, par exemple, on la vendrait, et les calanques de Marseille, vous ajoutez quelques petits bâtiments nationaux emblématiques comme l'Opéra, disons le Jardin des Tuileries, et vous vendez ça pour faire des complexes touristiques, des centres commerciaux, des hôtels de luxe. Et ben voilà, c'est ce qui est en train de se produire en Égypte. Et je grossis à peine le trait puisque ce sont déjà 6 hôtels mythiques du pays qui viennent de passer dans les mains de conglomérats émiratis. Et parmi eux, le Mena House au pied des pyramides, le Winter Palace à Luxor, le Old Cataract à Assouan, si cher à Agatha Christie ou à François Mitterrand, souvenez-vous, qui y passait tous ses Noëls. Et alors tout ça, ça vaut combien ? 800 millions de dollars, voilà. Et ces dernières années, les Émirats Arabes Unis achètent ainsi à tour de bras des propriétés, des grandes entreprises égyptiennes. Et tout récemment, c'est le Mogama, probablement le bâtiment le plus connu du pays, qui se trouve sur la place Tahrir. C'est l'annexe du ministère de l'Intérieur, vendu, allez hop, pour 200 millions de dollars, toujours aux Émiratis, pour devenir un hôtel de luxe au design clinquant. Et tout ça au bord du Nil. Un autre consortium émirati s'apprête, lui, à acheter pour 22 milliards un bout de la côte nord, après que l'Égypte a déjà signé un accord de 35 milliards de dollars pour développer l'île de Ras Ramila, pour y développer des complexes touristiques encore, ça c'est tout près de Sharm el-Sheikh, juste à côté d'une autre île, Tirane, qui avait été, elle, cédée à l'Arabie Saoudite en 2016. Je crois que j'arrête ici, vous avez compris l'idée. Mais alors si Claude avait pourtant fait de l'économie sa priorité absolue en arrivant au pouvoir. Oui, c'est vraiment sur cette promesse que Abdel Fattah el-Sisi a assis son autorité. Après avoir provoqué la chute du président islamiste Mohamed Morsi, qui était ce frère musulman, souvenez-vous, qui avait été élu juste après la révolution égyptienne. Alors, pour effacer le souvenir de cette révolution, qui selon lui avait été provoquée par des mains étrangères, Abdel Fattah el-Sisi avait appelé les Égyptiens au patriotisme et lancé le pays dans un gigantesque programme d'infrastructure censé donner un coup de fouet à l'économie. On a beaucoup parlé, souvenez-vous, de la nouvelle capitale, au coût pharaonique. 45 milliards de dollars. Et selon les économistes, ces méga-projets n'ont fait que siphonner les caisses de l'État sans créer de nouveaux revenus. Or, le problème, c'est que l'Égypte, elle a une économie essentiellement rentière. Le tourisme, qui est en berne après le Covid et les révoltes arabes, les hydrocarbures, les revenus de la diaspora en baisse et le canal de Suez, dont les revenus ont, eux, été quasiment divisés par 2 depuis le début de l'année, avec l'instabilité dans le golfe d'Aden. Donc, vous voyez pas de quoi renflouer les caisses. Et c'est un horizon des plus sombres pour ce pays, dont les 2 tiers de la population vit avec à peine le niveau de pauvreté ou même en dessous. Claude Guibal, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première et c'est Stéphane Jourdain. France Inter. Le
18-20. Et Stéphane, cette semaine, vous nous parlez de la disparition d'un onglet qui génère bien des angoisses dans le secteur de la presse. Oui, on parle de la petite goutte de sueur froide qui a parcouru la nuque de pas mal de patrons de presse dans le monde il y a quelques jours. Le 22 février, pendant quelques heures, l'onglet Actualité ou News a disparu du menu de recherche Google dans certains pays du monde. Les onglets Images, Vidéos, Shopping ou Maps étaient encore là, mais l'onglet Google News avait sauté, un petit séisme dans le monde des médias. Finalement, le fameux onglet est revenu le lendemain et les porte-paroles de Google ont tenu à rassurer tout le monde. Pas de projet de fermer Google News, c'était juste un test, mais le mal était fait. D'autant que 8 jours plus tard, c'était le 1er mars, c'est un autre géant du numérique, cette fois Meta, qui a annoncé la fin de Facebook News dans certains pays. Oui, une autre histoire d'onglet, celui qui mène au fil d'actu de Facebook, fermé dans 2 pays, pas les moindres, les États-Unis et l'Australie. C'était déjà le cas au Canada depuis cet été et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni devraient suivre dans les mois qui viennent. Alors pourquoi cette décision ? Parce que le nombre de personnes qui cliquent sur l'onglet Facebook News a chuté de 80% en un an, à en croire Meta. L'actu ne représente que 3% du trafic total. Bref, cet onglet ne sert plus à rien. Le communiqué de Meta est un vrai cauchemar pour journalistes, je le cite. Les utilisateurs ne se tournent pas vers Facebook pour s'informer. L'actu présente un intérêt infime pour la plupart des gens. Mais alors Stéphane, est-ce que tout ça, en fait, c'est une affaire de journalistes ? Non, Fabienne, pas que. La preuve avec cette prise de parole officielle d'une ministre australienne vendredi dernier, le jour même de l'annonce de la fermeture. Meta a décidé de ne plus rémunérer les contenus d'actualité. Et le gouvernement est très déçu. Cette décision obère une partie significative des revenus des éditeurs de médias d'information australiens. Au Canada, c'est même le Premier ministre qui a fait part de sa colère. Justin Trudeau, c'était il y a quelques mois. La décision de Facebook de bloquer l'accès aux nouvelles des Canadiens est complètement inacceptable. Et ils le font parce qu'ils ne veulent pas payer leur juste part. Même s'ils font des centaines de milliards de dollars en profit à chaque année, c'est pourquoi le Canada tient fort, sans équivoque, qu'on va défendre notre démocratie. Un risque pour la démocratie, donc Stéphane, vraiment, il y va pas de main morte. Pourquoi ces petits onglets sont si importants ? Parce qu'ils génèrent du trafic pour les médias qui en manquent cruellement. On parle de millions de pages vues. Mais surtout, ce qui se joue en ce moment, c'est la fin des droits voisins et donc une histoire de gros sous. Les droits voisins, c'est la législation qui oblige les plateformes à reverser à la presse une partie des revenus qu'elles génèrent en ligne. En France, par exemple, elle oblige Google ou Facebook à rémunérer Le Monde, l'AFP ou Le Figaro, car ces plateformes se servent des articles de ces médias. Cela représente plusieurs millions d'euros par an pour les seuls médias français, une ressource vitale donc. Et si Meta s'en prend à l'Australie, au Canada ou à l'Europe, c'est tout sauf un hasard. Ces pays sont les premiers à avoir imposé des droits voisins. Marc Feuillet est directeur général du Figaro, c'est l'un des artisans historiques de ce mécanisme en France. C'est formidable d'avoir créé les droits voisins. Mais là, il n'y aura plus de droits voisins qui seront versés si petit à petit, Facebook News, Google News, voire même la distribution des médias d'information disparaît, puisqu'on n'aura plus de base pour être rémunéré. C'est ça le piège. Et les modèles économiques des médias d'information sur le digital vont s'effondrer. Pour vous donner une idée, Fabienne, en France, Google, Facebook, Amazon et Microsoft captent 90% des revenus de la publicité numérique. 90%. Tous les autres acteurs, dont tous les médias, se partagent les 10% qui restent. Le principe, c'est donc de redistribuer la richesse captée, et ça, les GAFAM n'en veulent plus. Marc Feuillet n'est pas surpris par ce qui se passe. C'est tout sauf une surprise, c'est, j'allais dire, un peu la revanche. Les plateformes américaines ne veulent pas rémunérer les médias. Elles y ont été contraintes, elles ont dû céder, elles cherchent à gagner le match retour, si j'ose dire, et à ne plus nous rémunérer. Mais alors, finalement, Stéphane, ce désintérêt de Facebook et de Google, est-ce que c'est juste une histoire d'argent ? Pas seulement, Fabienne, Meta a fait 14 milliards de bénéfices lors du dernier trimestre 2023. Ils sont pas à quelques millions près. Pour Antoine de Tarlet, auteur d'un livre sur le numérique et la fin du journalisme, c'est tout autre chose qui se joue. En fait, l'obsession de Facebook et d'Instagram, c'est de résister à TikTok et donc de développer les vidéos courtes liées à toutes les formes de divertissement et de cesser toute forme d'information. Il y a 100 millions d'abonnés à TikTok aux États-Unis, près des moins de 35 ans, qui est le public que vise Meta. TikTok est en train de devenir dominant. Donc la nouvelle priorité, c'est les vidéos courtes de divertissement, tant pis pour les enquêtes du Monde. Comme Antoine de Tarlet a écrit sur la fin du journalisme, on lui a demandé
Est-ce que vous avez l'impression que ça sent le roussi pour la presse ? Oui, ça j'en suis absolument convaincu. Et le développement de l'intelligence artificielle avec des géants comme Microsoft, à mon avis, va se comporter comme Meta. Ils vont faire le maximum pour payer le minimum pour l'exploitation des datas de la presse. Vous l'avez dit, Fabienne, c'est la chronique qui fait peur. Voilà, comme chaque semaine. Merci beaucoup, vraiment. Et à jeudi prochain, quand même, Stéphane Jourdain. Le 18-20, ça continue sur France Inter avec le journal de 19h. Ce sera avec Hélène Philly. Juste après, le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Proviseur, professeur, métier à risque ce soir. Et ce terrible sentiment de solitude qui ressort d'un rapport parlementaire, travail commencé après l'assassinat de Samuel Paty. 38 recommandations avancées pour restaurer l'autorité de l'institution scolaire, pour promouvoir la laïcité. Mais le rapport pointe aussi la présence de plus en plus marquée des parents d'élèves. Philippe de Haute-Savoie, enseignant, 26 ans de lycée puis IUT. À cause du délabrement, dit-il, de l'éducation nationale, il n'y a pas de moyens. On ne nous respecte plus. Émilie, elle est CPE. On est très peu représentés lorsqu'on parle de violence. Et pourtant, on est les premiers concernés dans les histoires de rapports de force. On est les seuls à pouvoir gérer les situations complexes. Enfin, Sabine, 32 ans que j'enseigne le français dans le collège et lycée. Il y a la violence des élèves, parfois discrète, le mépris, la mauvaise foi, l'insolence. Je suis inquiète pour ces citoyens en devenir. Eh bien, vous êtes chaud. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. C'est le même numéro en passant par WhatsApp.